la question de l'utilité des fictions. Un des orateurs l'année dernière, Michel Silbon, donc un des éditeurs, nous avait dit que le fait de publier des fictions, le fait de publier des romans, n'était pas une bonne chose. Pour lui, les fictions, les romans n'étaient qu'un moyen d'endormir les lecteurs, un moyen d'endormir le public, et c'était par des essais qu'il fallait lui faire réfléchir. Il était allé jusqu'à dire que Donjons et Dragons, le jeu de rôle emblématique, était fasciste, parce qu'il véhiculait des représentations fascistes. Les fictions, elles irriguent aujourd'hui la société de façon très importante, notamment la jeunesse. Ces mouvements-là, ils touchent des millions de personnes, c'est vraiment pas un phénomène marginal. Dans le même temps, il est indéniable que tous ces mouvements culturels, ils sont récupérés par les grandes firmes, par les industries culturelles, d'où la question qu'on a voulu poser aujourd'hui, les mouvements culturels, récupération ou résistance. Pour ça, on a demandé donc à Marion Nazori, qui était déjà là l'an dernier, qui est directrice de la maison d'édition du Diable Vauvert, Daniel Fontanèche, qui est professeur à Paris 7 et qui est professeur de littérature comparée avec une casquette de spécialiste des paralittératures. Alex Gester, c'est son nom de plume, a écrit le roman Tourville. Donc c'est son premier roman, un roman qui a été très remarqué et qui aborde de front ces questions culturelles. Et Olivier Guyot, qui est le responsable média à la Fédération française de jeux de rôle en grandeur nature. Est-ce que c'est uniquement parce que c'est un bon marché, les fictions? Tu as désigné ensemble un corpus, on va dire, culturel qui concerne autant, tu me dis si je me trompe, la littérature, les fictions populaires, donc les histoires populaires, les romans, la fantasy, la science-fiction, le fantastique, les cultures de genre. Tu englobais ça, j'imagine que tu englobais aussi la bande dessinée, tu englobais les séries télé. Il a employé un mot fondamental, il a dit la culture jeune. Il a parlé de la culture jeune comme si c'était une world culture, culture mondiale, et c'est la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire la culture jeune? C'est philosophiquement pour des Français un terme qui est un non-sens. En France, par exemple, on n'a jamais été capable de penser culturellement ce qu'était la jeunesse. On n'a jamais été capable de penser l'histoire générationnelle de la politique, ni de la culture. Donc on a 30 ans de retard de réflexion, d'autant plus que effectivement il y a des développements de marché. La culture jeune, elle se vend. La culture jeune, elle fait du blé au cinéma, elle fait du blé en BD, le manga ou le jeu vidéo ou le jeu de rôle. Ça c'est énorme, tout le monde sait que c'est d'ailleurs chez vous c'est même un problème. Vos enfants ne consomment plus que ça, ils sont en train de devenir abrutis à grande vitesse. Vous savez que c'est un marché, cette culture jeune, sauf que ça n'a jamais été pensé en tant que tel, sur le plan on va dire ethnologique, culturelle ou politique. J'englobe la bande dessinée, le jeu vidéo, le cinéma et tout ça, parce que tout ça c'est des littératures qui nourrissent complètement l'espace du langage. Aujourd'hui, pour moi, un éditeur publie des artistes du langage. On peut le faire au papier, on peut le faire en numérique, on peut le faire sur des scènes de slam comme hier soir, vous aviez plein d'écrivains, avec des voix qui émergent de ce que le monde d'aujourd'hui est en train de fabriquer dans le domaine du langage, donc de la littérature ou des fictions, dans une langue qui est la langue de tous. Moi j'ai créé une maison justement pour choper ces fictions, cet espace littéraire d'aujourd'hui qui passe par l'écrit, qui passe par les artistes de l'écrit. Il y a un véritable obstacle en France à faire reconnaître ces espaces que tu appelles des fictions et que j'appelle la littérature contemporaine par toutes les institutions qui considèrent qu'en gros ça ne s'appelle pas de la littérature et ça ne s'appelle pas de la création, ça s'appelle des œuvres, des sous-produits de culture marchande mais du marché, donc ça ne se regarde pas. À l'université, justement, est-ce qu'il y a un travail qui est fait à l'université? Est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent à la SF ou du polar? Est-ce qu'il y a des profs qui dirigent des dizaines de thésards qui font un travail sur qu'est-ce que ça apporte? Je crois que l'université française, comme le reste de son enseignement, est une institution reproductrice d'une tradition essentiellement. L'université a pour but de préparer les étudiants à passer des concours. Il s'appuie sur un corpus de littérature attestée que l'on traîne depuis la création des concours et qui sont toujours à peu près les mêmes. Le polar, la science-fiction et, si l'on veut, le fantastique, l'utopie, l'uchronie, le roman historique, le roman à l'eau de rose. Donc toutes ces littératures-là sont considérées comme des sous-produits littéraires, de littérature de gare, de littérature pour concierge. En espagnol, c'est de la littérature d'avion. En France, la littérature de gare. En hongrois,
c'est de la littérature de vache. Finalement, parce qu'on met les bouquins martiens sur les vaches et on les vend à sauvage. La littérature pour le peuple, la littérature vulgaire. Bon, et donc ça, à peu près dans toutes les langues, ça définit un corpus de littérature qu'on ne va pas garder, mais qui est une lettre de consommation. Et vis-à-vis de ça, l'université, bien sûr, est plus que réservée, et même, donc franchement hostile. Quand il s'agit de faire soutenir un candidat sur ce type de littérature, il faut compter à peu près 6 mois pour constituer un jury. Et c'est la fuite généralisée, et on est obligé, après, d'essayer de racoler des copains qui sont plus ou moins spécialistes de la question pour arriver à constituer un jury. La situation qu'il décrit, elle est quand même unique au monde. Dans tous les autres pays, ça fait longtemps qu'il y a des chaires universitaires sur ce qu'on appelle, les anglo-saxons, ils appellent ça les pop culture. Elles sont bien acceptées, par exemple chez les anglicistes, les américanistes, où là on va trouver des fans de SF, par exemple. Dans les UFR de cinéma aussi, ça passe quand même assez bien, ou dans les UFR de métier du livre, notamment ceux qui travaillent sur la BD. Mais il y a peut-être aussi que tout n'est pas bon, enfin qu'il y a une quantité de choses qui sont pas très bonnes. Prenons le manga, parce que justement le manga a porté ce problème de langage. On a dit l'invasion du manga. Il y a eu une défiance terrible quand on a vu le potentiel de marché et le niveau de consommation. Tout d'un coup, la France s'est mise à dire « Ah, le manga c'est nul, c'est lamentable ». Mais c'est comme si on disait la BD c'est génial, mais la BD c'est bien, le manga ça veut simplement dire bande dessinée chez les Japonais, civilisation multimillénaire, qui a un rapport texte-image. Donc c'est aussi stupide de dire le manga c'est nul que le manga c'est génial. Les littératures populaires, le mot qui est important, ce sont des littératures marchandes. Donc les littératures marchandes, elles commencent à émerger, donc des marxistes comprendront ça, au moment où les moyens de production de ces littératures s'industrialisent. Et là, qu'est-ce qu'on a qui explose comme forme littéraire? Le roman. Et comme forme populaire d'explosion, le roman feuilleton. Et qui naît du roman feuilleton? Des Balzac, des Eugène Sue, des Émile Zola, des Maurice Leblanc, excusez du peu, des Gaston Leroux, etc., etc. Voilà, le roman feuilleton, la littérature marchande de l'époque, elle a produit des génies, elle a produit des inconnus. Parce que la littérature populaire, elle naît à grande échelle industrielle dans les années 50 aux États-Unis avec les premiers formats de production en grand nombre. Et qu'est-ce qu'on a? Un roman fait par des pauvres pour des pauvres, à échelle industrielle. Et c'est là que naît la littérature sociale du moment, qui sera la littérature noire. C'est là aussi que naissent les histoires qui sont les retranspositions du démon du capitalisme, de la guerre froide, etc. C'est-à-dire tous les comics. Vous avez aussi chez les Américains une façon nouvelle de faire de la littérature, c'est-à-dire raconter des histoires comme des feuilletonistes, sauf qu'ils apprennent la littérature à l'école, y compris dans des cours à l'université de creative writing, etc. Et alors là, forcément, vu d'Afran, ça peut être peu d'amère. Parce que chez nous, à cette époque-là, on lit La Gare des Michards et on pense qu'on est un écrivain quand la muse s'est posée sur votre épaule. Donc surtout si vous travaillez, vous n'êtes qu'un tâcheron, vous n'êtes plus du tout un artiste.